Parfois, un simple morceau de soie suffit à faire frissonner toute une vérité endormie. Dans l'ombre feutrée des souvenirs, une rose brodée révèle ce que tant ont voulu oublier, l'amour, la honte et le silence. Avant de commencer, dis-moi en commentaire, d'où écoutes-tu cette histoire et quelle heure est-il chez toi? Prête? Entrons dans l'histoire. Ce matin-là, le ciel de Londres avait pris cette teinte gris-perle si typique des débuts d'octobre, et un silence ouaté enveloppait notre petit appartement de Faraway Street. Je feuilletais distraitement le Times, une tasse de thé à portée de main, lorsque je vis Poirot interrompre sa routine matinale. Il avait laissé reposer son œuf, ce qui, chez lui, relevait de l'extravagance. « Hastings, mon ami, venez, regardez donc cela. » Il me tendit une enveloppe couleur ivoire, scellée d'un cachet de cire mauve, et dont l'odeur m'intrigua aussitôt. Un parfum floral, subtil, mais entêtant, s'en échappait, comme une trace d'autrefois. Je pris l'enveloppe. L'écriture, d'un violet foncé, était fine, presque cérémonieuse. L'adresse de notre appartement était calligraphiée avec une élégance surannée. Le nom de l'expéditrice me sauta aux yeux, Madame Halzieux. « Un nom que je ne connais pas, » murmurai-je. Poirot hocha la tête, les yeux brillants d'un éclat particulier. « Moi non plus, mon cher. Mais voyez-vous, c'est parfois dans ce que l'on ne connaît pas que se cache le plus grand intérêt. » Il tenait déjà son coupe-papier d'ivoire. Une invitation étrange venait de s'inviter dans notre journée, et je pressentais que l'affaire n'allait pas se borner à un simple échange épistolaire. Poirot rompit délicatement le seau de cire et déplia la lettre. Ses sourcils s'élevèrent d'1 millimètre, ce qui, venant de lui, équivalait à un sursaut. Il se racla doucement la gorge, puis lut à voix haute. « Monsieur Poirot, je vous écris non par caprice, mais par nécessité. Un crime a été commis, il y a longtemps, peut-être, mais son fil n'est pas rompu. Il se dissimule encore aujourd'hui dans les plis d'une étoffe. J'ose croire que vous seul saurez démêler ce qui a été cousu dans le silence. Veuillez me rejoindre à Paris. J'ai peu de temps. Monsieur Halzieux. » Le silence qui suivit sa lecture fut plus éloquent encore que les mots eux-mêmes. « Vous avez entendu, Hastings, un crime cousu dans le silence. » Il répéta la formule en refermant lentement la lettre. C'est une tournure inhabituelle, presque poétique, n'est-ce pas? Je hochai la tête, intrigué malgré moi. Mais qui est donc cette femme? Poirot se leva et se dirigea vers la fenêtre. Voilà une question qui, je le pressens, nous conduira à bien d'autres. Alors qu'il relisait la lettre, Poirot s'interrompit soudain, humant discrètement l'enveloppe. Violette fanée. Ce parfum me dit quelque chose, très français, très ancien. Pas un parfum à la mode, Hastings. Non, non, c'est un parfum que l'on portait dans les années 20. Il ferma les yeux une seconde. C'était porté par les femmes de grande maison, les dames de goût et de secret. Il y a là quelque chose de personnel, une main tremblante, peut-être, une mémoire. Il s'écarta de la table, comme saisi d'une intuition fugace. Je crois, oui, je crois que cette lettre a été écrite non seulement pour m'alerter, mais pour m'inviter dans un souvenir. Je ne pus m'empêcher de sourire. Un souvenir parfumé? Il me regarda, grave. Les souvenirs, Hastings, sont les véritables tiroirs des crimes anciens. Ce soir-là, nous étions restés à la maison, le feu crépitant doucement dans l'âtre. Poirot, installé dans son fauteuil favori, tenait la lettre entre ses doigts comme un talisman. Une femme du monde, ancienne sans doute, qui évoque un crime cousu dans l'étoffe. Vous savez ce que cela signifie, Hastings? Je haussai les épaules. Une histoire d'héritage? De jalousie?
Il sourit, presque attendri. Toujours les mêmes hypothèses, mon ami. Mais écoutez, elle ne parle ni de meurtre ni de victime. Elle parle d'un crime, ancien, dissimulé, et d'un tissu. Je demeurai silencieux, attendant la suite. C'est une métaphore, bien sûr, mais chez certaines personnes, les artistes, les couturières, les femmes raffinées, les métaphores ont un poids réel. Peut-être est-ce réellement dans une étoffe que se cache la vérité. Il se leva lentement. Paris, Hastings, voilà ce que cela nous dit. Nous devons aller à Paris, là où les étoffes parlent, là où les crimes sont parfois aussi bien habillés que les dames. Le lendemain, à l'aube, nous quittâmes Londres en direction de Paris. Poirot, fidèle à lui-même, avait exigé un compartiment privé et veillait scrupuleusement à ce que sa valise ne fût pas froissée. Durant le trajet, il resta pensif, presque mutique, les doigts posés sur la lettre, comme s'il en extrayait encore un sens caché. Je tentais d'en savoir plus, mais il se contenta de murmurer « Le silence est un tissu rare, Hastings. Il se tisse lentement, mais il étouffe bien. » La lumière dorée du matin traversait les vitres du train et jetait une chaleur paisible sur son visage concentré. « Vous pensez réellement qu'il s'agit d'un meurtre ?» demandai-je. « Je pense, » répondit-il, sans détourner le regard, « qu'il y a des crimes que l'on ne juge pas au tribunal, mais qui laissent tout de même une trace, une couture mal faite, une erreur dans l'ourlet. » Il se tourna vers moi, et son regard était vif, presque douloureux. « Cette femme nous appelle non pour résoudre, mais pour comprendre. Et cela, mon ami, est beaucoup plus rare. » Et moi, je fixais déjà l'horizon, sentant que Paris n'allait pas nous offrir qu'un simple mystère, mais peut-être un drame cousu d'oubli. Nous descendîmes du fiacre devant une haute façade en pierre claire, dont les volets clos et les enseignes effacées semblaient témoigner d'une époque révolue. La maison Alzieux se trouvait dans une petite rue du 8e arrondissement, à l'abri du tumulte moderne. Le silence y avait la densité du velours. Poirot se redressa, l'œil alerte. « C'est une maison où le temps ne passe pas, Hastings, mais où il s'accumule. » À peine avions-nous franchi le seuil que je fus frappé par l'atmosphère étrange du lieu. Tout, depuis les lustres suspendus aux portraits patinés, exhalait un raffinement ancien, presque suranné. Une odeur mêlée de cire, de poussière et de musc planait dans l'air, comme si les étoffes elles-mêmes respiraient le souvenir. Une domestique en noir nous conduisit sans un mot jusqu'au premier étage. Là, un salon nous attendait, vaste, silencieux, orné de mannequins figés dans des poses de satin. Poirot, qui avait ôté son chapeau avec une lenteur presque cérémonieuse, chuchota. « C'est une maison d'apparence, mon ami. Et les apparences, comme vous le savez, sont les meilleurs déguisements du crime. » Avant que je puisse répondre, une femme à la silhouette droite et au port distingué fit son apparition dans l'encadrement de la porte. Madame Alzieux s'avança vers nous, avec une grâce que le poids des années n'avait pas totalement émoussée. Son visage, pourtant marqué de rides profondes, conservait une beauté austère, celle d'une femme habituée à dominer un empire de tissu, mais aujourd'hui, visiblement, au bord de la rupture. Elle nous salua d'une voix basse, presque brisée. « Monsieur Poirot, merci d'être venu, je n'ai que peu de temps. » Elle nous fit signe de nous asseoir, et ses mains gantées se posèrent sur l'accoudoir d'un fauteuil, Louis XVI, comme pour s'y agripper. « Cette maison, dit-elle en regardant autour d'elle, a été bâtie sur l'élégance, mais aussi sur le silence. Je crains que le second ait fini par tout engloutir. » Poirot hocha doucement la tête. Il ne la pressait pas. Il savait que les confidences véritablement importantes
ne supportait pas la hâte. Elle ajouta, d'un ton plus dur, « Une chose a été faite ici, monsieur Poirot, et je crois qu'elle a tué une femme. » Je frémis intérieurement, mais Poirot resta de marbre. « Alors, madame, parlons de cette chose. » On nous conduisit ensuite dans l'atelier principal, vaste pièce baignée d'une lumière tamisée par de lourds rideaux. Là, une femme d'un certain âge cousait à la main une bordure de mousseline, avec une lenteur presque rituelle. Elle leva les yeux à notre approche. Clara Lefèvre, première couturière depuis 32 ans, murmura Madeleine. La femme se leva, essuya ses doigts sur son tablier et nous salua avec une modestie empreinte de prudence. Poirot engagea la conversation avec la douceur d'un homme qui entr'ouvre un coffre fragile. « Vous avez connu Inès d'Estaing, n'est-ce pas ?» Clara baissa les yeux. Ses mains se refermèrent lentement. Mademoiselle Inès était la lumière de cette maison. Une beauté, une présence, mais elle est partie. Elle marqua une pause. Enfin, elle a disparu de nos coutures. Poirot observa. On ne disparaît jamais tout à fait d'un lieu qu'on a habité. Clara ne répondit pas, mais je sentis que son silence valait aveu. La petite fille de Madame Alzieux fit son apparition un peu plus tard dans l'après-midi, surgissant comme une gifle dans ce décor figé. Jeune femme élancée, le regard dur, les gestes nets, elle portait une robe de lin sévère, sans ornement. Elle nous adressa un salut distant. Son regard passa sur moi sans s'attarder, mais se fixa longuement sur Poirot, avec une sorte de défi silencieux. « Vous êtes le détective ?» lança-t-elle d'un ton froid. Poirot incline doucement la tête. « Et vous êtes mademoiselle Héloïse ?» Elle haussa un sourcil. « Vous venez fouiller dans les souvenirs d'une maison qui n'en a plus les moyens. » Poirot sourit poliment. « Je viens écouter, mademoiselle. Le silence, vous savez, parle souvent bien plus que les cris. » Elle se détourna, comme piquée. « Vous perdez votre temps. Les vieilles histoires sont mortes. » Mais en quittant la pièce, elle effleura un mannequin couvert d'un châle ancien, et je ne pus m'empêcher de remarquer le tremblement subtil de ses doigts. Poirot le vit aussi. Il murmura. La colère, Hastings, est souvent un tissu mal cousu. Elle cache toujours une déchirure. Ce fut dans un petit bureau attenant que nous fîmes la connaissance de M. André Vernier. Grand, discret, vêtu avec une élégance sobre, il était de ceux qu'on ne remarque qu'au moment où il parle. Et encore, son sourire était poli, mais froid. « Je suis le conseiller financier de la maison depuis près de 20 ans, dit-il simplement. Poirot s'enquit de l'équilibre de la maison. Vernier répondit avec une prudence bien huilée. « Nous tenons, monsieur. Les coutures sont serrées. » Mais quand Poirot évoqua Inès d'Estaing, le ton changea. Un micro-mouvement, imperceptible pour tout autre que moi, serra sa mâchoire. Ce fut une tragédie. Mais nous avons tourné la page. Poirot, insistant avec la délicatesse d'un chirurgien, fit glisser la conversation vers les anciennes archives de commande. Vernier se raidit à peine. Inutile, beaucoup ont été détruites lors du transfert d'atelier. « Vraiment ?» dit Poirot, l'air de n'en rien penser. Mais lorsque nous quittâmes le bureau, il me souffla. « Ce monsieur n'est pas couturier, Hastings, mais il connaît la valeur d'un tissu rare, et ce qu'un secret peut coûter. » En fin de journée, nous étions de retour dans le grand salon, en compagnie de Madame Alzieux. Le soleil déclinait, et la lumière tombait sur les bustes de couture comme sur des silhouettes en deuil. Ce fut alors qu'elle parla, d'une voix lente. Inès d'Estaing, c'était notre étoile. Elle portait nos créations comme une promesse. Poirot la laissa dérouler ses souvenirs.
Elle parlait comme on déroule une étoffe précieuse, avec crainte et fierté mêlées. Mais elle est revenue, il y a quelques semaines, inattendue, étrange. Elle voulait revoir une robe, une pièce ancienne. Elle s'interrompit. Son regard se perdit dans les reflets du parquet. Puis, elle est morte, dans un appartement qu'elle louait discrètement. On a retrouvé son corps, étranglé avec un foulard de soie. Je me redressai. Un foulard signé « Alzieux » Elle hocha lentement la tête. Oui, mais d'un modèle ancien, très ancien. Poirot, les doigts joints, demanda doucement. Et qui, madame, avait encore accès à cette collection oubliée? Un silence tomba. Clara, dans l'ombre du couloir, détourna le regard. Poirot se leva. Il y a des étoffes que l'on ne devrait jamais réutiliser. Elles portent la mémoire, et parfois la mort. Le lendemain matin, Poirot, fidèle à sa méthode, demanda à ce qu'on lui apporte le foulard retrouvé autour du cou d'Inès d'Estaing. Ce fut Clara, encore marquée par la fatigue d'une nuit sans sommeil, qui nous le remit, enveloppé dans un papier de soie froissée. Poirot le prit, avec la délicatesse d'un bijoutier manipulant une pièce rare. Il l'examina longuement, sans dire un mot, ses doigts, suivant les coutures invisibles, son regard attentif à chaque pli. Je m'approchai à mon tour, frappé par l'éclat discret du tissu. C'était une soie ancienne, d'un vert d'eau pâle, parsemée d'un motif floral extrêmement fin, une sorte de fleur stylisée, presque orientale. Ce foulard, murmura Poirot, a été conçu avec un soin extrême, et pourtant, il porte la trace d'un usage récent. Regardez ici, Hastings, le léger effilochage près du bord. Il a bel été noué avec force. Je restai silencieux. Il y avait dans l'air une tension nouvelle, comme si l'objet que nous tenions n'était pas qu'un accessoire, mais une pièce oubliée d'un puzzle ancien. Poirot hocha lentement la tête. Ce n'est pas une simple étoffe, c'est une relique, et les reliques, mon ami, ne réapparaissent jamais sans raison. À peine Poirot eut-il terminé son observation, que Clara, restée en retrait, poussa un léger gémissement. « Je le reconnais » dit-elle à mi-voix. Poirot leva les yeux vers elle, sans surprise. « Ce modèle, monsieur, c'était une création unique, réalisée pour une cliente très particulière, une comtesse hongroise, je crois, il y a longtemps. » « Combien de temps, exactement ?» demanda Poirot. Clara s'assit lentement, comme si ses jambes refusaient de la soutenir davantage. Plus de 30 ans. Nous ne l'avons jamais reproduit. C'était une pièce d'exception, offerte à titre personnel. Il n'en a jamais existé d'autre. Je fronçai les sourcils. « Et vous êtes certaine qu'il s'agit du même ?» Elle hocha la tête, émue. « J'ai moi-même brodé cette bordure. La cliente avait demandé un fil légèrement plus foncé que le tissu, pour que la fleur paraisse à peine visible, comme un secret murmuré. » Poirot caressa le foulard du bout des doigts. « Et après la mort de cette comtesse, Clara soupira. Tout ce qui la concernait a été retiré. Elle avait demandé que ses affaires soient brûlées. Madeleine s'est exécutée, ou du moins, c'est ce que j'ai cru. » Poirot murmura. « Et pourtant, cette soie a survécu, comme un témoin qui ne sait pas rester muet. » Le jour suivant, alors que nous arpentions l'atelier vide, Poirot s'approcha d'Héloïse, occupée à corriger le drapé d'une robe sur un mannequin. « Mademoiselle, » dit-il d'un ton feutré, « ce modèle vous est-il familier ?» Elle jeta un coup d'œil au foulard qu'il lui tendait. Une ombre traversa son regard. On m'a parlé de ce motif, mais je ne l'ai jamais vu en vrai. Du moins, pas avant l'affaire Inès. « Qui vous en a parlé ?» demanda Poirot. Elle hésita, puis haussa les épaules. « Une discussion entre Clara et Madeleine.
Elles parlèrent d'une cliente que l'on n'évoquait jamais, comme d'un fantôme. Pourquoi? Héloïse fronça les sourcils. Je crois qu'il s'est passé quelque chose, un scandale peut-être. Le modèle a été retiré des archives, comme si on voulait l'oublier. Poirot hocha la tête, pensif. Et pourtant, ce motif oublié a refait surface, porté par une morte. Voilà qui est troublant, n'est-ce pas? Héloïse ne répondit pas, mais sa main, qui tenait une épingle, se referma avec une lenteur anormale, comme si quelque chose d'invisible venait de se resserrer autour d'elle. Nous étions dans le bureau de Madame Alzieux lorsque Poirot se leva soudain, s'approchant d'un cadre accroché à mi-hauteur sur le mur. C'était une vieille photographie, légèrement jaunie, représentant une femme debout entre deux mannequins. « Voilà », murmura-t-il. « Regardez bien, Hastings. » Je m'approchai. La femme, jeune et d'une beauté austère, portait une robe fluide à la ceinture délicatement nouée. Autour de son cou flottait un foulard. Poirot toucha le verre du bout de l'ongle. Le même motif, la même transparence. Ce cliché date, sans doute, de l'époque dont parlait Clara. Il regarda ensuite Madeleine, silencieuse dans son fauteuil. « Vous vous souvenez de cette photo, madame ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix lasse, « C'était une autre époque, une femme qui a été effacée, elle n'est jamais revenue. » Poirot incline la tête, et pourtant, sa présence reste dans les fibres. Je frissonnais. Ce modèle, cette cliente, pourquoi avoir tout fait disparaître? Madeleine se leva avec effort, parce que certaines créations n'auraient bien jamais dû voir le jour. Elles portaient en elles le germe d'un malheur. Poirot ne répondit pas, mais ses yeux déteinèrent posés sur la photographie, comme sur un fantôme revenu réclamer justice. En sortant du bureau, je ne pus m'empêcher de poser à Poirot la question qui me brûlait les lèvres depuis plusieurs heures. Enfin, mon cher, comment ce foulard a-t-il pu réapparaître? S'il était unique, destiné à une cliente oubliée et censé avoir disparu? Poirot marcha lentement, les mains croisées derrière le dos. C'est là, Hastings, que tout devient fascinant. Un objet supposé détruit, une cliente effacée des registres, un motif retiré des archives, et pourtant, la soie est là, autour du cou d'une femme morte. Je le regardai, frappé par le mystère. Vous pensez qu'il s'agit d'un message? Il s'arrêta, et son regard devint plus grave. Je pense que ce foulard a été choisi, non par hasard. Quelqu'un, quelque part, voulait que ce fantôme redevienne visible, que le passé, soigneusement plié et rangé dans les tiroirs, reprenne forme. Il marqua une pause, puis ajouta « Et maintenant, Hastings, nous allons devoir découvrir qui avait intérêt à réveiller les morts. » Nous retrouvâmes Clara dans une pièce attenante à l'atelier, où elle surveillait le repassage d'une robe de soirée. L'odeur du fer chaud mêlée à celle de la soie créait une atmosphère presque intime, comme si les murs eux-mêmes contenaient des confidences. Poirot s'approcha d'elle avec douceur, presque avec sollicitude. Mademoiselle Lefèvre, il est des souvenirs qui ne se testent pas, même si personne ne les évoque. Inès, ne vous avait-elle pas confié quelque chose avant sa mort? Clara, debout, les bras croisés, serra lentement ses coudes, comme pour retenir un frisson. Elle ne parla pas tout de suite. Elle était agitée ces derniers temps. Inès n'était plus la jeune femme brillante que j'avais connue. Elle avait une peur au fond des yeux, comme si quelque chose remontait. Poirot pencha la tête. Quelque chose qu'elle voulait révéler. Un silence. « Oui », souffla Clara. Elle disait qu'elle en avait assez de porter seule une vérité qui ne lui appartenait pas, que tout cela devait cesser. Poirot fronça à peine les sourcils.
une vérité, honteuse. Clara ferma les yeux. Elle m'a dit, mot pour mot, « Si je parle, je détruis un nom. Si je me tais, je me détruis moi. » Et dans cette phrase, nous comprîmes que le fil était prêt à rompre. Plus tard, dans la journée, nous croisâmes Héloïse dans le couloir. Elle tenait un carnet de croquis, mais ses gestes étaient brusques, nerveux. Poirot l'interpella avec cette bienveillance mêlée de fermeté qui le caractérisait si bien. « Mademoiselle, puis-je vous poser une question ?» Elle se retourna, le regard chargé d'une tension contenue. « Vous avez un regard perçant, monsieur Poirot, trop perçant. J'observe, c'est tout. Et ce que j'observe aujourd'hui, c'est une jeune femme brillante, mais enfermée dans quelque chose de plus ancien qu'elle. » Elle serra les dents. « Ce que vous observez, c'est une héritière sans héritage. Une maison étouffante. Une grand-mère qui me tolère à peine. » Poirot incline la tête. « Et une femme disparue dont on célèbre aujourd'hui la mémoire. Une femme qui, peut-être, vous a toujours fait de l'ombre. » Elle le fixa longuement, puis détourna les yeux. « Je ne suis pas Inès. Je n'ai pas besoin de soi pour exister. » Elle tourna les talons, mais je vis que sa main tremblait légèrement. Poirot me souffla. « Le ressentiment est comme une aiguille mal enfilée, Hastings. Il finit toujours par piquer là où ça fait mal. » Dans l'après-midi, Poirot fit convoquer André Vernier dans un petit salon discret, à l'écart des ateliers. L'homme entra avec une élégance froide, le pas assuré, mais les yeux cernés d'un doute qu'il tentait de masquer. « Monsieur Vernier, » commença Poirot d'une voix égale, « j'aimerais consulter les anciens carnets de commande, ceux de la fin des années 1920 et du début des années 30. » Un silence, puis un haussement d'épaules mesuré. « Je crains que cela ne soit pas possible. Beaucoup de ces registres ont été endommagés ou détruits lors du déménagement de nos locaux secondaires, il y a 10 ans. » Poirot ne réagit pas immédiatement. Il tapota doucement les accoudoirs du fauteuil. « Et vous êtes certain qu'aucune copie, aucun inventaire n'a été conservé, même dans les comptes ?» Le regard d'André vacilla un instant. « Ce n'est pas le genre de choses qu'on juge utile de préserver, monsieur Poirot. Ce sont de vieilles histoires. »« Précisément, » répondit Poirot avec un mince sourire. « Ce sont toujours les vieilles histoires qui finissent par coûter le plus cher. » Et je vis, pour la première fois, une perle de sueur briller au front du banquier. Ce fut en observant un châle dans l'atelier que je fus frappé par une étrange sensation de déjà-vu. Le motif brodé sur le tissu, une rose stylisée, aux pétales presque géométriques, me rappelait curieusement celui du foulard d'Inès. « Poirot, dis-je, ce motif, il me semble l'avoir vu ailleurs. » Il s'approcha, examina le châle, puis hocha la tête. « Vous avez l'œil, mon ami. Ce motif est rare, trop rare pour qu'il revienne ainsi, par hasard. » Nous retournâmes dans les pièces que nous avions déjà explorées. Là, sur un vieux carnet de croquis, le même dessin apparaissait, griffonné à la plume, entouré d'annotations presque effacées. Poirot le contempla longuement. Ce symbole, il revient comme une signature cachée. Il lit des objets qui, officiellement, n'ont rien à voir les uns avec les autres. Plus tard, encore, sur une boîte de couture appartenant à Inès, nous retrouvâmes ce même motif, gravé discrètement sur le fermoir. La répétition devenait suspecte. « Ce n'est plus un ornement, Hastings, » dit Poirot. « C'est un fil conducteur. » Et dans sa voix, je sentis poindre l'excitation tranquille d'un homme qui commence à démêler une trame trop longtemps nouée. Le soir venu, tandis que nous parcourions les effets personnels d'Inès, conservés dans une armoire basse du bureau de Madeleine,
Poirot découvrit une petite enveloppe de papier vergé, scellée d'un cachet ancien. Elle n'avait pas été ouverte. « Curieux, murmura-t-il, une lettre non lue ou jamais envoyée ?» Je m'approchai. Le cachet portait le motif floral que nous avions repéré, encore lui, embossé à l'encre rouge pâle. Aucune adresse, aucun nom. Juste cette enveloppe, soigneusement dissimulée entre deux carnets. Poirot la pesa dans sa main, l'examina à la lumière, puis, lentement, la décacheta. Rien. L'enveloppe était vide. Il la tourna dans tous les sens. Pas de message glissé dans le pli. Pas de double fond. Rien que ce silence imprimé sur papier. « Une enveloppe vide, murmurai-je. Cela ne veut rien dire. Au contraire, Hastings, cela veut dire exactement ce que cela veut dire. Quelqu'un voulait faire croire à une intention. Une lettre scellée, c'est une promesse. Vide, elle devient une menace muette. Je frémis légèrement. Poirot rangea l'enveloppe dans sa poche intérieure. Cette enveloppe, Hastings, est le plus bavard des indices. Elle ne ment pas. Elle dit qu'un message a été censuré, ou qu'il n'a jamais été nécessaire. Et sur son visage, une ombre passa. Les morts ne parlent pas. Mais parfois, ils laissent juste assez de silence pour qu'on les entende. Le lendemain matin, Poirot me demanda de l'attendre dans le petit salon bleu. Il avait, selon ses mots, une conversation à mener sans témoin, mais il me promit de tout me raconter ensuite, mot pour mot, ce qu'il ne manqua pas de faire dès son retour. Clara Lefèvre l'attendait dans l'atelier, seule. Le silence y était plus dense qu'à l'accoutumée, comme si les étoffes suspendues elles-mêmes retenaient leur souffle. Poirot, toujours d'une politesse exquise, n'insista pas. Il se contenta de s'asseoir, les mains croisées, et de laisser la couturière parler à son propre rythme. Et elle parla. Elle est revenue, vous savez, Inès. Après tant d'années, un matin d'août, comme si rien ne s'était passé. Mais elle n'était plus la même, plus dure, plus fermée. Elle portait la solitude sur les épaules. Clara avait baissé les yeux, la voix tremblante. Je l'ai aimée, cette fille. Nous l'avons tous aimée, mais ce qu'on lui a fait, ce qu'on lui a imposé. Poirot ne dit rien, mais pencha légèrement la tête. On l'a fait disparaître, monsieur Poirot. C'est ce qu'on faisait à l'époque avec les femmes qui compliquaient les choses. Elle se leva, lentement, et ajouta « Elle n'a jamais été libre, même revenue. Elle portait encore le poids de leur silence. Elle était prête à parler, et elle en est morte. » Poirot savait alors que l'histoire que l'on s'efforçait d'oublier était en train de s'écrire à nouveau, au fil brisé d'une vérité cousue depuis trop longtemps. Clara poursuivit, la voix plus douce maintenant, comme si évoquer Inès à haute voix ravivait une image qu'elle avait trop longtemps refoulée. Inès n'était pas une simple mannequin, monsieur Poirot. Elle n'était pas non plus une employée comme les autres. Elle était le cœur battant de cette maison. Elle montra du doigt un ancien panneau d'inspiration, accroché au mur. Des croquis, des échantillons de dentelle, une photographie jaunie. Inès y figurait, droite, souriante, les mains posées sur les hanches, vêtue d'une robe somptueuse dont elle avait imaginé elle-même les lignes. C'est elle qui donnait le ton. Elle inspirait Madeleine, la faisait sortir de ses automatismes. Elle proposait des couleurs, des coupes audacieuses, même des noms de modèles. C'était une muse, mais aussi une créatrice en secret. Poirot observait les détails avec une intensité familière. Il savait que ce genre de présence ne s'effaçait jamais sans laisser de traces. Et puis, elle est partie, du jour au lendemain. Clara baissa la tête.
On a dit qu'elle avait reçu une proposition ailleurs. Mais nous savions tous que c'était faux. Il n'y avait que du silence et une robe inachevée sur le mannequin. Poirot murmura simplement, et personne n'a jamais osé demander. Clara répondit dans un souffle. On nous avait appris à ne pas voir. Clara resta un moment silencieuse, les mains jointes sur ses genoux. Poirot ne la pressait pas. Il savait, mieux que quiconque, qu'une vérité trop vite arrachée se défait aussitôt. Puis, dans un souffle, elle reprit. Elle m'a dit qu'elle attendait un enfant. Ce jour-là, dans la réserve, elle avait peur. Elle ne savait pas quoi faire. Poirot incline légèrement la tête. Et elle vous a dit qui était le père. Clara détourna le regard. Non, mais j'ai vu sa main trembler lorsqu'elle est sortie du bureau de Madame Alzieux un peu plus tard. Je n'ai jamais su si c'était à cause de la colère ou de la honte. Et la direction. Elle soupira. Madeleine est restée froide, impeccable. 2 jours plus tard, Inès n'était plus là. On nous a dit qu'elle était partie à Biarritz pour sa santé, une retraite de repos. Elle n'est jamais revenue. Poirot murmura. L'enfant. Clara serra les lèvres. Jamais vu, jamais entendu. Mais tout le monde savait qu'elle était enceinte et que ça dérangeait. Elle leva les yeux vers Poirot, le regard voilé d'amertume. On l'a fait taire, on l'a exilée dans la douceur, comme on range un tissu gênant dans une malle que l'on n'ouvre plus. Poirot ferma doucement les yeux. Et parfois, c'est dans ces malles que naît le crime. Clara, après un moment de silence, releva les yeux vers Poirot, et je devinais dans ce regard une détresse encore vive. Le jour où Inès a disparu, ce n'était pas une absence ordinaire. Rien ne fut dit officiellement, aucun courrier, aucun remerciement, juste le vide. Poirot l'invita à poursuivre d'un simple geste. C'était un mercredi matin, elle est arrivée comme d'habitude, mais ses gestes étaient plus lents. Elle semblait accablée. Madame Alzieux l'a fait appeler dans son bureau. Je n'ai pas entendu ce qu'elles se sont dit. Mais quand Inès est ressortie, elle ne portait plus son regard habituel. Il y avait, comment dire, une résignation. Clara se leva et se mit à faire les 100 pas, comme si le mouvement lui permettait de contenir l'émotion. On nous a dit qu'elle était partie en convalescence, pour fatigue nerveuse. C'était la version officielle, mais tout le monde savait que c'était un exil. Poirot croisa lentement les bras, et elle n'a plus jamais remis les pieds ici. Clara s'arrêta. Pas avant ce mois d'août dernier. Elle est revenue, mais ce n'était plus elle. Elle voulait revoir certains modèles anciens. Elle cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Poirot, pensif, répondit à mi-voix. Elle cherchait peut-être ce qu'on lui avait volé. Nous nous retrouvâmes dans l'escalier de service, loin des oreilles indiscrètes. Poirot, les mains croisées dans le dos, montait lentement les marches, comme à la recherche d'un fil invisible. « Hastings, dit-il enfin, il faut envisager la possibilité que l'enfant d'Inès ait bien vu le jour. » Je sursautai. « Mais comment, mon cher? Personne n'en a jamais parlé. » Justement, c'est dans ce silence qu'il faut chercher. Inès a été éloignée avec une célérité suspecte. Aucun suivi, aucun dossier, aucune trace officielle. Et pourtant, les signes sont là. Je m'arrêtai sur la marche suivante. Vous croyez qu'il ou elle est toujours en vie? Poirot se retourna lentement vers moi. Je crois que cet enfant est peut-être ici, Hastings, près de nous. Qu'il ou elle ignore peut-être sa véritable identité, ou qu'il ou elle vient de l'apprendre. Vous pensez à un mobile. Poirot hocha la tête. Un passé refoulé peut devenir une arme, un secret de naissance, un héritage, un nom effacé. Tous peuvent engendrer une colère froide, une volonté de se venger, ou simplement de comprendre. Je me tus.
et pour la première fois, je sentis que l'enquête venait de franchir un seuil invisible. Ce fut Clara qui, à notre retour dans l'atelier, lâcha soudain le nom, comme une épingle qu'elle aurait tenue trop longtemps entre les lèvres. Il y avait une autre personne, une jeune assistante à l'époque, Mireille Dujardin. Poirot releva aussitôt la tête. Et que lui est-il arrivé? Clara hésita. Elanteasal a été renvoyée brutalement, peu de temps après le départ d'Inès. On nous a dit qu'elle avait commis une imprudence professionnelle, mais personne n'a jamais su laquelle. Elle était discrète, observatrice, très attachée à Inès. Une amie? Hasarda Poirot. Peut-être plus une confidente? Inès lui faisait confiance. Mireille l'accompagnait souvent lors de ses pauses, dans le petit jardin à l'arrière. Elle prenait des notes, elle dessinait, elle cousait à la main. Poirot nota le nom dans son carnet. « Savez-vous où elle se trouve aujourd'hui » Clara secoua la tête. Elle avait mentionné, je crois, un cousin boulanger à Montmartre, mais c'était il y a 20 ans. Poirot ferma son carnet avec lenteur. Une femme effacée, après une autre. 2 silences superposés. Et dans ces silences, un témoin possible. Je le regardais, troublé. Vous croyez qu'elle sait quelque chose? Je crois qu'elle a vu ce que les autres ont préféré ne pas regarder. Et ce genre de regard, Hastings, ne s'oublie jamais. Le lendemain matin, Poirot se rendit dans les archives de la maison Alzieux. Sans autre compagnie que la rigueur de ses petites cellules grises, je le retrouvai en fin de matinée, penché sur un classeur au coin fatigué. « Regardez, Hastings, » dit-il en me tendant une fiche. Le hasard, encore une fois, se plie à la volonté de la méthode. Il s'agissait d'un ancien bon de stock, jauni, cartonné, où figurait le nom Mireille Dujardin, brodé à la main sur un tissu d'essai, comme cela se faisait jadis pour les apprenties couturières. Elle avait cousu ce motif pour un prototype de châle destiné à Inès, et l'adresse qu'elle avait donnée à l'époque figure ici, une ruelle de Montmartre, à 2 pas de la butte. Je haussai un sourcil. Vous pensez vraiment qu'elle y habite encore, après tout ce temps? Poirot haussa les épaules. Peut-être pas. Mais parfois, Hastings, les gens qui vivent dans l'ombre restent près des lieux où l'on les a oubliés. Et déjà, il avait fermé son carnet. Il me lança un regard presque malicieux. « Venez, mon ami. Nous allons chercher une vérité cousue dans le quartier des artistes, et Dieu sait ce qu'un peu de lumière pourra en faire ressortir. » L'immeuble était modeste, niché entre une boulangerie et une boutique de papeterie, dans une rue en pente de Montmartre. Une concierge méfiante nous indiqua l'appartement du dernier étage avec un haussement d'épaules. Elle ne parle à personne, votre Mireille. Nous montâmes les escaliers étroits, et Poirot frappa doucement. Une voix prudente répondit. Puis une femme ouvrit, mince, aux traits tirés, les yeux sombres, mais perçants. « Je suis Mireille Dujardin. Vous me cherchiez ?» Poirot s'inclina. « Hercule Poirot, mademoiselle. Et voici le capitaine Hastings. Nous venons au sujet d'Inès Destaing. » Un silence s'installa, long, profond. Elle nous fit entrer sans un mot. Le logement était propre, presque spartiate. Sur la table, une boîte à couture ancienne, fermée. « Inès » murmura-t-elle, comme si le nom seul était un souffle revenu d'entre les murs. Je savais que ce jour viendrait. Son regard n'était pas celui de la peur, mais celui d'une femme à qui l'on offre enfin la possibilité de cesser de se taire. « Vous êtes en retard, messieurs ? Très en retard. » Mais dans sa voix, il n'y avait pas de reproche, seulement une fatigue ancienne, tissée à petits points, comme tout le reste. Nous restâmes un moment silencieux, tandis que Mireille préparait un thé sans nous consulter. Elle agissait mécaniquement,
comme si l'arrivée de Poirot venait activer une séquence déjà pensée depuis longtemps. Enfin, elle parla. Inès n'est jamais partie de son plein gré. C'est ce que je veux que vous compreniez, avant tout. Elle aimait cette maison. Elle aimait créer. Elle était passionnée, excessive parfois, mais toujours sincère. Poirot acquiesça doucement. Et pourquoi l'a-t-on poussée à partir? Mireille le regarda droit dans les yeux. Parce qu'elle représentait un danger, non pas pour la maison, mais pour le nom qui la dirigeait. Elle savait quelque chose qu'elle ne devait pas dire, ou plutôt qu'on l'empêchait de dire. Elle marqua une pause. Madeleine Alzieux l'a convoquée dans son bureau. Elles sont restées là 1 heure. Quand Inès est ressortie, elle pleurait. C'était la première fois que je la voyais ainsi. Elle n'a rien dit. Juste, ils ont décidé pour moi. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. Le lendemain, elle m'a demandé de l'accompagner à la gare. Elle n'avait presque rien emporté, mais elle portait le foulard, celui qu'on a retrouvé sur elle. Poirot ferma lentement les yeux. Un symbole d'adieu, et peut-être de défi. Poirot, d'une voix plus grave, demanda. Et l'homme, Mireille, celui qui était à l'origine de tout cela. Elle resta immobile un instant, le regard fixé sur une tasse vide. Puis, lentement, elle secoua la tête. Je ne le dirai pas. Pas parce que je le protège, mais parce que tout le monde ici sait, même ceux qui feignent de l'ignorer. Poirot ne protesta pas. Il se contenta d'ouvrir son carnet. Inès vous en a-t-elle parlé directement? Mireille haussa les épaules. Pas clairement. Elle faisait des allusions. Elle disait que certaines alliances ne sont pas faites pour les vitrines, que certaines mains brodent dans l'ombre. Elle se leva, fit quelques pas, puis ajouta. Elle m'a confié une initiale, juste une, A. Poirot leva un sourcil. Et vous n'en avez jamais douté? Jamais. Le reste était inutile, l'initiale suffisait. Et l'attitude de ceux qui savaient, mais qui se taisaient, me suffisait aussi. Poirot referma son carnet avec lenteur. Un nom qu'on ne prononce pas est parfois plus criant que 1000 accusations. Et moi, je compris que dans cette maison de soi, les fils du silence avaient souvent plus de poids que ceux de la parole. La suite vint sans que nous ayons à poser la moindre question. Mireille parlait désormais avec une lucidité glacée. Inès a accouché, pas à Paris, pas à la clinique, un endroit discret, en province, arrangé par un homme dont je tairai le nom. Il fallait que cela se fasse loin des journaux, loin des rideaux qui s'ouvrent. Poirot murmura. Et l'enfant? Confié à un couple, des gens simples, moyennant une certaine somme. Tout était orchestré, rapide, network, l'enfant n'a jamais su. Je posai la question qui me brûlait les lèvres, et Inès, comment a-t-elle vécu cette séparation? Mireille eut un sourire amer. Elle a survécu, mais une partie d'elle est morte ce jour-là. Elle a tenté de se reconstruire, de se faire oublier, mais on ne détruit pas un lien pareil sans que cela laisse une cicatrice. Poirot restait silencieux, notant avec lenteur. « Et André Vernier ?» demanda-t-il enfin. Mireille ne répondit pas immédiatement. Puis, très doucement, « Il a fait partie du processus. De manière officieuse, il avait le pouvoir de tout organiser, sans laisser de traces. Et à cet instant, je compris que cet homme, si réservé, n'était peut-être pas aussi neutre qu'il le paraissait. Avant notre départ, Mireille se leva et sortit d'un petit tiroir, en bois, un objet enveloppé dans du papier de soie. Je n'ai jamais montré ceci à personne. Inès me l'a laissé avant de partir. Elle m'a dit « Garde-le, si jamais un jour on cherche à comprendre. » Elle déroula délicatement le papier.
À l'intérieur se trouvait une photographie, jaunie, déchirée en deux. On y voyait Inès, assise, un nourrisson dans les bras. La déchirure, nette, avait ôté le visage de l'homme debout derrière elle. Poirot observe l'image longuement. Et l'autre moitié, elle ne me l'a jamais donnée. Elle disait que cette moitié-là devait rester dans le tiroir de quelqu'un d'autre. Mireille sortit ensuite une petite enveloppe ancienne, contenant une lettre pliée. Elle en montra seulement la signature. Ave. Je vis Poirot esquisser un sourire pâle, presque triste. Voilà donc l'initiale, le lien, l'aveu silencieux. Mireille rangea le tout dans une boîte, la referma et nous regarda. Je ne veux pas de vengeance, mais je veux que la vérité soit dite, même si elle dérange ceux qui s'en sont si bien accommodés. Et tandis que nous quittions l'appartement, je compris que nous n'avions plus affaire à un simple mystère, mais à une dette que le temps exigeait enfin de solder. Le soir du vendredi, la maison Alzieux rouvrit ses portes au public pour un événement annoncé avec discrétion dans certains cercles parisiens, une présentation privée de la nouvelle collection. Celle-ci, disait-on, s'inspirait de l'élégance intemporelle d'une muse disparue. Aucune mention d'Inès n'était faite officiellement. Mais pour ceux qui savaient, le sous-entendu était clair. Les salons avaient retrouvé un éclat presque théâtral. Lampes tamisées, velours tendu, champagne servi avec une lenteur étudiée. Et pourtant, sous les sourires et les murmures, une tension palpable coulait comme un fil invisible entre les convives. Poirot, installé non loin des escaliers, observait plus qu'il ne participait. Il me glissa à l'oreille, sans détourner les yeux. Une présentation de robe peut ressembler à un bal diplomatique, Hastings. Les corps s'inclinent, mais ce sont les regards qui attaquent. L'ambiance était étrange. Héloïse passait d'un groupe à l'autre avec une vivacité nerveuse. Clara, dans l'ombre, surveillait le moindre détail. Et Madeleine Alzieux, assise dans un fauteuil, semblait ailleurs, pétrifiée dans un rôle qu'elle n'avait pas choisi. Poirot se pencha légèrement vers moi. « Regardez bien, mon ami. Ce soir, la maison Alzieux ne présente pas une collection. Elle présente un passé qu'elle tente de faire passer pour du style. Et le passé, le vrai, allait bientôt refaire surface. » La soirée battait son plein lorsque l'un des mannequins fit son entrée dans le salon principal, drapé dans une robe longue, d'un bleu légèrement grisé, au col souple noué d'un foulard de soie. Ce fut alors que je vis Héloïse s'arrêter net. Elle fixait la tenue avec une intensité presque douloureuse. Poirot, qui observait la scène, me murmura « Cette robe, Hastings, c'est une réplique, une copie exacte d'un modèle porté autrefois par Inès. » Je regardais de plus près. Oui, tout y était. La ligne fluide, les détails de broderie presque effacés par leur discrétion, et ce fameux motif floral à peine visible à la lumière. Héloïse, quant à elle, pâlit visiblement. Elle s'éloigna de quelques pas, les mains légèrement tremblantes. Clara l'interpella doucement, mais la jeune femme fit mine de ne pas entendre. « Ce n'est pas une réaction esthétique, » souffla Poirot. « C'est une mémoire qui se réveille. Une robe n'est jamais qu'un vêtement, sauf quand elle devient un miroir. » Je n'ajoutai rien, mais je compris que ce que nous venions de voir n'était pas un simple malaise passager. Quelque chose, en Héloïse, venait de se fissurer. Il fallut près d'une demi-heure pour que Poirot réalise que M. André Vernier avait disparu de la réception. « Vous l'avez vu, Hastings, depuis le début de la deuxième présentation ?» Je secouai la tête. Nous avions échangé quelques mots avec lui en début de soirée. Il s'était montré affable, presque désinvolte, puis plus rien. « C'est étrange, » remarqua Poirot.
Un homme aussi rigoureux que lui ne s'éclipse pas sans raison, et certainement pas sans prévenir. Nous questionnâmes brièvement une serveuse. Elle avait vu Vernier sortir par la porte du fond, seul, téléphone en main. Un appel urgent, peut-être, hasardai-je. Poirot hocha la tête, mais son regard s'était durci. Ce n'est pas l'urgence qui m'inquiète, Hastings. C'est la coïncidence, son absence au moment précis, où la robe d'Inès refait surface. Ce n'est pas anodin. Et, comme toujours, il ajouta avec calme, « Les absents ont parfois des choses à dire. Il suffit de les écouter à travers leur silence. » Et ce silence, ce soir-là, allait se faire entendre bien plus fort que les applaudissements polis des invités. La musique de fond, pourtant douce et délicate, paraissait soudain décalée dans le décor figé du salon. Madeleine Alzieux, assise dans son fauteuil de velours grenate, restait d'une immobilité saisissante. Elle ne félicitait personne, elle n'applaudissait pas. Ses yeux, perdus dans le vague, semblaient ne rien voir de ce qui se déroulait autour d'elle. Poirot s'approcha, lentement, sans brusquerie. Il s'inclina. « Madame, vous êtes bien silencieuse pour le triomphe d'une maison que vous avez fondée. » Elle tourna légèrement la tête vers lui, mais son regard était terne. « Ce n'est pas un triomphe, monsieur Poirot. C'est une répétition, et les répétitions me fatiguent. » Il resta silencieux un moment, puis dit doucement, « Peut-être est-ce ce que vous voyez, madame. Mais ce que d'autres verront, c'est la résurgence d'un souvenir que vous n'avez jamais voulu raccommoder. » Elle détourna les yeux. « Je suis fatigué. » Poirot ne répondit pas, mais en se redressant, il me souffla. « Une femme qui contemple sa propre œuvre et n'y trouve aucune fierté est une femme qui sait que quelque chose, au fond, lui échappe. » Et cette chose, nous étions sur le point de la découvrir. Ce fut dans une petite pièce annexe, à l'écart des regards, que Poirot retrouva André Vernier. L'homme était assis, les mains jointes, le regard fixe sur une fenêtre qu'il n'ouvrait pas. Poirot referma doucement la porte derrière lui. « Vous êtes parti précipitamment, monsieur Vernier. » L'homme ne répondit pas tout de suite, puis il déclara d'une voix blanche, « Je ne pouvais pas voir cette robe. » Poirot s'approcha, sans un mot. Il attendait. Enfin, André soupira. C'était elle, Inès. Elle portait cette robe le jour où tout s'est brisé. Il leva les yeux vers Poirot. « Vous savez, n'est-ce pas? Je sais que vous étiez plus qu'un associé discret. Je sais que vous étiez l'homme que personne ne devait nommer. » André Vernier eut un sourire amer. « J'étais marié. » Inès le savait, moi aussi. Mais nous étions deux lâches. Elle avait voulu croire que l'enfant changerait les choses. Moi, j'ai choisi la peur. Poirot resta silencieux. C'est moi qui ai tout organisé. Le départ, la clinique, l'adoption. Je pensais que ce serait la solution. Il marqua une pause. Mais ce n'était qu'un report, un transfert de culpabilité. Et Poirot, d'une voix lente, répondit. Les crimes que l'on habille de silence ne cessent jamais de peser. Ils patientent. Vernier reprit, la voix plus basse, plus dure. Inès est revenue cet été. Elle n'a pas demandé d'explication. Elle m'a regardé, simplement. Et j'ai compris qu'elle savait. Elle avait retrouvé des traces, une adresse, un nom peut-être. Elle n'était plus dans la demande. Elle était dans la résolution. Poirot l'écoutait, les bras croisés, le visage fermé. Elle voulait parler, pas pour me détruire, mais pour se libérer. Elle m'a dit que l'enfant, notre enfant, avait le droit de savoir, que le monde pouvait bien juger, elle s'en moquait. « Et vous ?» soufflai-je. Il nous regarda. Je lui ai demandé du temps. Mais elle n'en avait plus. Elle portait la mort dans les yeux, comme si tout ce qu'elle avait été devait disparaître avec cette parole
qu'elle refusait désormais de retenir. Poirot s'approcha d'un pas. Mais elle n'est pas morte d'un chagrin ancien, monsieur Vernier. Elle a été tuée. Le banquier détourna les yeux. Je ne l'ai pas tuée. Mais je suis coupable, parce que j'ai pensé, pendant un moment, qu'il serait plus facile que le passé s'efface à nouveau. Poirot murmura, et voilà pourquoi il revient, toujours. Ce fut un matin froid, à l'éclat blanc, que Poirot demanda à ce que tous les protagonistes se retrouvent dans le grand salon de la maison Alzieux. Un lieu chargé d'élégance, certes, mais aussi de souvenirs tissés serrés entre les murs, comme les soies anciennes qu'on ne porte plus. Madeleine Alzieux arriva la première, drapée dans un silence qu'on aurait pu croire hautain, si l'on ignorait le poids des années. Clara la suivit, les mains croisées avec une nervosité inhabituelle. Puis vinrent André Vernier, pâle mais résolu, et enfin Mireille Dujardin, convoquée avec courtoisie mais fermeté. Héloïse, elle, entra la dernière, et je crus voir une lueur inquiète dans son regard, vite dissimulée sous un sourire contraint. Poirot, debout près de la cheminée éteinte, les salua tous d'un léger signe de tête. « Mes amis, commença-t-il, il est temps, comme on dit, de tirer le dernier fil du tissu, celui qui, lorsqu'on l'ôte, révèle la trame entière. » Un silence pesant s'installa. Il poursuivit. « Il y a 20 ans, un acte a été commis, puis dissimulé. Et récemment, un second acte, bien plus grave, est venu en sceller les conséquences. » Je sentis un frisson courir dans la pièce. Chacun attendait. Poirot allait enfin dénouer les fils. Poirot sortit doucement de sa poche un morceau de soie. Il le déplia lentement, révélant un foulard d'un bleu délavé, orné d'un motif floral, presque effacé, mais identifiable. Ce foulard, dit-il, fut retrouvé noué autour du cou d'Inès. Officiellement, un geste mélancolique, une réminiscence, peut-être une volonté esthétique, mais en vérité, c'était un message. Il se tourna vers Madeleine. « Ce motif, vous le connaissez. C'était votre création, n'est-ce pas? Mais seule une poignée de personnes en connaissaient la symbolique complète. » Puis vers Clara. « Vous me l'avez confirmé. Ce dessin, une rose inachevée, était un signe discret qu'Inès utilisait pour marquer ses créations personnelles, un symbole intime. » André, figé, ne disait mot. Poirot poursuivit. « Ce foulard n'est pas un hasard. Il n'était pas posé là par Inès elle-même. Il a été choisi, intentionnellement, par quelqu'un qui savait. Il laissa planer un silence. Ce n'est donc pas un accessoire, mais un indice. Je vis les visages se tendre. Quelqu'un, dans cette pièce, avait transformé un souvenir en accusation muette. Clara inspira profondément, les yeux fixés sur le foulard. Je l'avais gardé. Depuis des années. Il était à elle, l'un des derniers souvenirs que j'avais pu conserver sans que cela suscite de questions. Sa voix tremblait. Il était rangé dans une boîte, dans ma chambre, parmi d'autres choses qu'Inès avait touchées. Je ne le montrais à personne. C'était pour moi seul. Poirot l'écoutait avec une douceur inattendue. « Et quand avez-vous remarqué qu'il avait disparu ?» Elle se mordit la lèvre. 3 jours avant sa mort. Je croyais l'avoir égaré. J'ai même pensé l'avoir rangé ailleurs, par distraction. Mais non, il avait disparu. Elle regarda autour d'elle, comme si elle cherchait une absolution. Je ne pensais pas que cela pouvait, je veux dire, être lié à ce qui est arrivé. Poirot pencha légèrement la tête. Ce foulard ne s'est pas envolé par magie. Il a été pris et utilisé, non comme un hommage, mais comme une signature. Une tension nouvelle venait de naître. Le passé, en s'effilochant, révélait son fil le plus sombre.
Poirot s'avança d'un pas vers le centre du salon. Il tenait le foulard entre ses doigts, comme un élément de preuve dans un procès silencieux. « Messieurs, mesdames, on a voulu faire croire à un suicide, une mise en scène sobre mais calculée, un corps retrouvé dans un jardin, paisible, et ce foulard, noué avec soin. » Il marqua une pause, regarda chacun tour à tour, puis continua. « Mais voici ce que j'ai appris. Inès n'avait plus accès à cet objet. Il avait disparu de chez Clara. Or, personne d'autre que ceux ici présents ne pouvait savoir où il se trouvait. » Il posa alors le foulard sur la table basse. « On a voulu faire croire à un geste volontaire, mais ce détail, ce foulard, invalide toute cette construction. Inès n'aurait pu le récupérer seule, il fallait le lui remettre ou le lui imposer. » Un murmure s'éleva. Clara, bouleversée, détourna les yeux. André serra les poings. Madeleine restait figée. Poirot conclut, sa voix tranchante. « Ce foulard est la preuve que ce suicide n'en était pas un. C'est une mise en scène, une habile reproduction du passé, destinée à tromper le regard, mais pas celui de Poirot. » Poirot prit une grande inspiration, comme s'il s'apprêtait à poser la dernière pièce d'un puzzle délicat. « Et maintenant, mes amis, la vérité, celle que personne n'a voulu nommer. » Il se tourna lentement vers Héloïse. « Mademoiselle, ce foulard, vous étiez la seule, avec Clara, à connaître son existence. Vous saviez ce qu'il représentait, et vous saviez que le motif en faisait un symbole secret entre Inès et sa sœur. » Héloïse resta immobile, les lèvres pincées. Poirot s'approcha d'un pas. « Vous êtes sa fille. » L'enfant caché, envoyé loin, élevé dans le silence et les demi-vérités. Vous êtes revenu dans cette maison qui vous avait effacé, sans jamais vous dire qui vous étiez. Un souffle secoua la pièce. Vous n'avez pas tué Inès par haine. Vous l'avez tuée parce qu'elle s'apprêtait à parler, parce qu'elle allait révéler ce que vous n'étiez pas prête à entendre. Héloïse ne répondit pas, mais ses yeux, humides, disaient ce que les mots n'osaient encore formuler. Elle éclata. « Elle m'a abandonné. Toute ma vie, j'ai attendu une explication, un geste, une lettre. Et quand enfin je l'ai vue, elle voulait m'imposer sa vérité, comme si tout pouvait se réparer d'un mot. Elle sanglotait, les mains tremblantes. Je ne voulais pas, je voulais juste qu'elle m'écoute, mais elle parlait comme si tout cela n'était qu'un détail, comme si je n'avais jamais existé. » Poirot resta silencieux, puis, tout doucement, « Vous existiez, mademoiselle, mais dans les ombres, et c'est là que la douleur grandit. Et moi, je ne pouvais qu'écouter, bouleversé. » Elle ne tenta ni fuite, ni justification. Lorsque le brigadier, accompagné d'un jeune inspecteur au visage fermé, pénétra dans la pièce, Héloïse se leva sans un mot. Elle avait cessé de pleurer, mais ses yeux restaient rougis, agrandis par une expression d'une résignation presque douloureuse. Je me tenais à l'écart, et pourtant chaque mouvement semblait résonner dans mon propre corps. Les pas du policier sur le parquet, le léger bruissement de la robe d'Héloïse, le cliquetis discret des menottes, tout cela formait une scène sans éclat, presque irréelle. Poirot, les bras croisés sur la poitrine, resta parfaitement immobile. Son visage ne trahissait ni satisfaction, ni regret. Il n'y avait en lui aucune trace de triomphalisme, seulement une gravité profonde, comme celle d'un homme qui a vu s'accomplir ce qu'il redoutait. Héloïse tourna brièvement la tête vers lui, comme pour lui adresser une dernière question muette. Il incline légèrement la tête, dans un geste presque paternel. Puis elle fut conduite dehors, dans le froid d'un après-midi gris. Et dans le salon, il ne resta plus que le silence, ce même silence que Poirot allait bientôt briser. Lorsque la porte se referma derrière Héloïse, Madeleine Alzieux s'effondra sur le canapé, comme si sa charpente intérieure venait de se rompre.
Elle resta là un long moment sans parler, les mains serrées l'une contre l'autre, le regard vide, fixant un point que nous ne pouvions voir. Puis, d'une voix brisée mais étonnamment claire, elle parla. Je l'ai fait taire. Inès, quand elle m'a dit qu'elle était enceinte, j'ai vu s'effondrer tout ce que j'avais construit. Notre nom, notre réputation, la fidélité de nos clients. Vous comprenez? La maison Alzieux ne pouvait survivre à un tel scandale. Elle détourna les yeux. Je lui ai dit qu'il fallait disparaître un temps, que nous garderions le silence, que l'enfant serait confié ailleurs. Mais elle n'a jamais vraiment accepté. Elle brodait des roses comme pour hurler en silence. J'ai prétendu ne rien voir. Poirot, assis cette fois à ses côtés, murmura doucement. Et pourtant, vous avez vu, vous avez su. Elle hocha la tête, les larmes coulant sans bruit. Je croyais que le temps suffirait, que tout s'effacerait. Je n'avais pas prévu qu'un jour, la soie elle-même parlerait. Je crois n'avoir jamais entendu si cruellement résumer le poids d'un silence. Ce soir-là, de retour dans notre modeste chambre d'hôtel, Poirot s'assit longuement devant la fenêtre, le regard perdu dans le halo orange des réverbères parisiens. Je le connaissais assez pour savoir que quelque chose le troublait encore. Il rompit le silence, au bout de plusieurs minutes. « Mon ami, ce n'est pas l'enfant caché, ni le crime commis, qui m'attriste le plus. C'est ce que ce drame dit de nous, de notre monde. » Je m'approchai, perplexe. Il poursuivit. Inès n'est pas morte uniquement à cause d'un geste. Elle est morte des décennies plus tôt, le jour où on lui a imposé le silence. Elle est morte d'un renoncement forcé, d'une honte construite. Et cette honte, ce n'est pas elle qui l'a portée. C'est la société tout entière. Je ne savais quoi répondre, mais il n'attendait pas de réponse. Ce qui m'obsède, Hastings, ce n'est pas seulement qui a tué Inès, mais pourquoi personne ne l'a protégée. Ni sœur, ni amant, ni maison de couture. Même Clara, dans sa tendresse fidèle, a obéi au silence. Il soupira longuement. Le véritable coupable, c'est cette coutume bien habillée qu'on appelle la bienséance. Elle peut broder des chefs-d'œuvre, mais elle peut aussi étouffer une vie. Et ce soir-là, je compris que Poirot n'avait pas seulement résolu une énigme. Il avait mesuré une blessure collective. C'est moi qui rédige ces lignes, bien des années après cette affaire étrange, douloureuse, élégamment tragique. J'ai souvent repensé à la maison Alzieux, à ces murs tendus de soie, à ces femmes fortes aux gestes mesurés, à ces souvenirs cousus dans le fil du silence. Je revois Inès, telle que Clara me l'avait décrite, insaisissable et lumineuse comme un parfum trop vite dissipé. Je revois Héloïse, marchant vers l'extérieur, sous un ciel sans promesse. Et Madeleine, le regard cassé, tenant encore entre ses doigts les restes d'un empire fondé sur l'apparence. Et je revois Poirot, enfin, dans ce salon assourdi, tenant dans sa paume un mouchoir brodé d'une rose, offert par Clara. Une rose identique à celle qu'Inès dessinait à la main, presque religieusement. Un symbole discret, mais inflexible. Dans ce simple geste, garder ce mouchoir, il y avait pour moi tout l'homme qu'était Poirot, rigide dans sa méthode, mais profondément humain, capable de voir le crime, bien sûr, mais aussi la blessure qui l'a précédé. Il m'a dit un jour, « Les secrets, mon ami, sont comme des coutures invisibles, bien faites, elles résistent au temps, mais mal alignées, elles saignent au moindre tiraillement. » C'est exactement ce qui s'est passé ici. Le tissu du passé, trop tendu, a craqué, et à travers cette déchirure, la vérité a fini par passer. Même la plus fine des soies ne peut étouffer la voix d'une femme trop longtemps. Et c'est peut-être cela, au fond,
la véritable justice. Avant notre départ, Clara demanda à voir Poirot seul. Je restai dans l'entrée, feuilletant distraitement un album d'échantillons anciens, tandis que la porte de l'atelier se refermait doucement derrière eux. Quand il reparut, il tenait dans sa main un petit carré de soie, ivoire. Je le reconnus aussitôt. La matière était fine, presque transparente à la lumière, et en son centre, une rose délicatement brodée semblait naître du tissu lui-même. « Clara me l'a donné, » dit Poirot, d'une voix calme. « C'est un hommage discret, une manière pour elle de refermer le passé. » Il contempla l'objet un instant, puis le rangea dans la poche intérieure de son veston, comme on place une photo chère ou une lettre d'adieu. Elle aurait voulu que le monde se souvienne d'Inès autrement, pas comme d'un scandale cousu à la hâte, mais comme d'une femme libre, passionnée et digne. Je perçus dans le regard de mon ami une forme de respect inhabituel, un respect silencieux, tissé entre la justice rendue et la douleur reconnue. Lorsque nous franchîmes une dernière fois le seuil de la maison Alzieux, un vent léger agita les rideaux de l'atelier. Comme un souffle d'Inès, le train roulait doucement à travers la campagne, encore endormie. Poirot restait immobile, le regard perdu vers l'horizon, ses doigts jouant machinalement avec le coin du mouchoir. La broderie semblait presque vibrer sous la lumière tremblante du matin. « Hastings, » dit-il soudain, « il est curieux comme les crimes les plus impardonnables sont parfois cousus dans les étoffes les plus douces. » Je hochai la tête sans savoir quoi répondre. Il poursuivit, « Ce n'est pas tant la main qui tue qui m'intéresse, que le tissu qui l'y pousse. Ici, ce fut la peur du déshonneur, de la perte, du regard des autres, et dans cette peur, chacun a cousu son propre rôle. Clara, le silence, Madeleine, le mensonge, André, l'abandon. » Il effleura la rose d'un geste pensif. Même moi, j'ai senti la tentation de juger trop tôt. Mais dans cette affaire, Hastings, il n'y avait pas de coupable simple, seulement des cœurs trop pleins, des silences trop lourds. Il referma le mouchoir et se tourna vers moi. Un tissu, voyez-vous, peut dissimuler une blessure, mais il ne la guérit jamais. Et le train poursuivit sa route, comme pour nous éloigner lentement de tout cela. Alors que Londres approchait, Poirot murmura sans me regarder. « Il y a des amours si profonds qu'ils ne trouvent jamais leur voie. On les brode, Hastings, dans le silence d'un atelier ou dans le pli d'un mouchoir. Et parfois, ces amours étouffés deviennent des crimes. » Je le laissai à ses pensées. Nous descendîmes du train en silence, mais je savais, en marchant à ses côtés, que quelque chose en lui s'était fissuré, non pas dans sa logique, mais dans son humanité. Et dans sa poche, la rose d'Inès veillait encore. Dans le silence laissé par le dernier mot, il reste parfois une rose, un parfum, ou un regret que nul ne peut effacer. Et vous, face à un secret si bien cousu dans les plis du passé, auriez-vous eu le courage de le défaire? Si cette histoire vous a touché, likez, partagez-la avec d'autres esprits curieux, et dites-moi en commentaire ce que vous auriez fait. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres mystères, car certaines vérités n'apparaissent qu'à ceux qui prennent le temps d'écouter le murmure des choses oubliées.